Dans le cours d'aujourd'hui, on va discuter de l'effet d'un circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire, du moins des effets qu'exerce le champ magnétique sur ce circuit mobile. Donc la première partie va être consacrée à la conversion de puissance mécanique en puissance électrique. En d'autres termes, vous êtes en train de bouger un système mécanique et vous essayez de récupérer de l'énergie électrique. Donc en premier lieu, on va reprendre notre fameux exemple des rails de Laplace et on va prendre le dispositif suivant dans lequel on met des rails de Laplace avec une résistance grand R équivalente à notre circuit. Le rail de Laplace se déplace à une certaine vitesse et on regarde ce qu'il en est. Donc le dispositif est le suivant. Vous avez votre rail de Laplace qui est plongé dans un champ magnétique B et on va se demander ce qui va se passer quand le rail est lancé avec une certaine vitesse. Donc là vous avez vu la vue du dessus. L'ensemble est équivalent à une résistance R et dans la vue du dessus, les axes sont X par là, Y par là et Z qui vient vers vous. Alors, déjà, on va essayer de faire une analyse qualitative et je vais vous demander de prendre une première pause dans la vidéo et de vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans le système, sachant qu'on en a déjà parlé de genre de choses qui peuvent apparaître, mais essayez de voir pendant 2 minutes de réfléchir à ce qui va se passer. Bon. Donc, votre barreau est en train de bouger. Ce barreau qui bouge entraîne une variation de la surface de la spire qui augmente. Et si la surface de la spire augmente, le flux du champ magnétique qui est constant partout, uniforme sur toute la surface de la spire, augmente forcément. Et par conséquent, vous vous retrouvez avec un flux qui a une certaine variation. Et la variation de ce flux induit un courant qui va circuler à l'intérieur. Ce courant, dans un champ magnétique extérieur, va donner naissance à des forces de Laplace, en particulier sur tout le circuit, mais en particulier sur le barreau, qui est la seule partie mobile potentielle du circuit. Donc, le barreau est soumis à des forces de Laplace, et par loi de Lenz, on sait que les forces de Laplace induites vont avoir tendance à s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. La cause qui a donné naissance, c'est le mouvement du barreau, donc la force devrait être dans l'autre sens. Donc on a changement de la surface du circuit, donc variation du flux magnétique, donc courant induit, donc force de Laplace, qui, d'après Lenz, qui a tendance à s'opposer à tout, d'après Lenz, doit s'opposer à sa cause, donc au mouvement du barreau. Donc vous avez apparition d'une force qui va être dans cette direction-là pour s'opposer au mouvement du barreau dans notre système. Alors on va essayer de mettre ça en équation, parce que première chose que vous devez savoir faire, c'est effectivement faire une analyse qualitative quand vous avez un exercice comme ça. Ça c'est la première partie, c'est l'intuition physique. Et après, il faut aussi savoir tout simplement le mettre en équation. Vous allez voir, c'est pas très difficile. On va se concentrer déjà sur la force électromotrice induite. Donc on abrège très souvent F et M. Donc la force électromotrice induite et l'équation électrique qui va être ressortir de cette mise en équation. Alors, première chose, première étape, l'orientation. Alors vous avez le droit de choisir l'orientation que vous voulez. Je ne vais pas de nouveau faire les deux orientations.
mais on va se choisir une orientation et on va essayer de s'y tenir. Pour être en accord avec ce que j'ai fait dans les notes de cours, visiblement je l'ai pris le sens de A à A', donc je vais choisir l'orientation dans ce sens-là. Ce qui veut dire que c'est comme si mon courant, je définis le sens positif du courant en allant de A à A'. Si je calcule maintenant le flux correspondant, le flux c'est l'intégrale des B scalaire ds. Avec ds, le vecteur surface élémentaire qui va être associé à ça, donc le petit ds, j'ai un petit bout qui va être comme ça. La question c'est comment est orienté ce vecteur surface. Là on sort la main droite, le courant électrique tourne dans ce sens-là, donc le vecteur ds il est planté dans le système. Donc je vais avoir un ds qui ici va s'écrire moins le vecteur, la surface correspondante, quand est imaginée positive, selon EZ. Puisque le EZ monte et comme le vecteur surface doit être planté. Donc je me retrouve avec cette intégrale-là, avec B scalaire en fait la somme de tous les vecteurs surface, puisque ici je peux sortir le champ puisqu'il est uniforme et donc j'ai la surface en entier, ce qui était ce qu'on avait annoncé au départ pour le flux. Étant donné que ce S il s'écrit moins la surface selon le vecteur EZ, je me retrouve avec du moins BS, puisque mon B, je l'ai choisi, qui sort, qui est selon plus EZ. Or ce S, il me faut donner des indications supplémentaires. Ici, c'est une longueur A. Ici, du coup, c'est la position X du barreau. Ce S, c'est simplement A fois X. Donc, je me retrouve avec un flux qui va s'écrire moins B fois A fois X. Et X dépend du temps puisque le barreau est en train de se déplacer. Troisième étape, vous cherchez la force électromotrice induite. Et cette force électromotrice induite, c'est simplement la loi de Faraday qui vous la donne. Et la loi de Faraday, elle s'écrit E égale moins dφ sur dt, avec phi le flux du champ magnétique au travers de la surface. Et donc, ça s'écrit, B, il est constant, A, il est constant, donc tous ces deux-là peuvent sortir de la dérivée, et j'ai du dx sur dt. Donc, ça s'écrit du moins BA Vx. Donc, j'ai une force électromotrice déterminée par la loi de Faraday qui fait un lien avec la vitesse. Tous les exercices d'induction commencent forcément par une orientation, une détermination du flux et donc de la force électromotrice associée. Maintenant, il faut que je regarde le schéma équivalent. Pour avoir le schéma électrique équivalent, il suffit que je regarde celui que j'ai déjà pris à cet endroit-là. Donc j'ai déjà ma résistance grand R et je sais que ma force électromotrice correspond à un générateur de tension. Il suffit que je mette le générateur de tension dans le même sens que le choix d'orientation que j'ai mis ici. Donc ça, c'est vraiment important. Gardez ce choix d'orientation, on ne peut pas changer au milieu, et le E est automatiquement dans cette direction-là. Vous avez que si vous écrivez l'équation électrique, cette tension-là, c'est à la fois la tension aux bornes du générateur de tension et la tension aux bornes de la résistance qui, elle, est en convention gentiment récepteur. Donc, j'ai forcément E égale RI. C'est une simple écriture de la loi des mailles. En écrivant la tension UR, dans ce sens-là, j'ai UR qui est égal à E, et donc je me retrouve avec E qui est égal à RI. Et ce RI va être donné par le E que j'ai trouvé là. Alors, qui a vu l'erreur? J'ai fait une erreur de signe. J'avais un flux négatif, et je me suis dit, E, c'est moins dφ sur dt. Jusque-là, il y a tout qui est juste. Sauf que le flux étant négatif, je me retrouve forcément avec un plus
ici et un plus là. De sorte que le courant qui est produit, il soit a priori positif dans ce sens-là. Alors pourquoi il va être forcément positif dans ce sens-là? C'est-à-dire que là, j'aurais dû essayer de vérifier mon système avec la vérification avec la loi de Lenz. Et si j'avais eu mon erreur de signe, je me serais rendu compte qu'il y a un souci. Pourquoi? La loi de Lenz dit que la force de la place est censée s'opposer au mouvement. Donc la force de la place, si la vitesse est vers la droite, la force de la place qui va être induite par cette vitesse doit être vers la gauche. Donc je remets mon vecteur vitesse. Alors, attention, un vecteur vitesse n'est pas une force, c'est un déplacement. Ça donne le sens dans lequel se fait le déplacement. Par contre, la force de la place, elle est opposée au sens du déplacement, donc opposée au vecteur vitesse. Pourquoi est-ce que je vais l'avoir par là? Parce que si vous prenez un courant qui vient ici et que vous mettez votre champ magnétique vers vous, à ce moment-là, automatiquement, la force est dans ce sens-là. Donc, je dois avoir un I positif pour effectivement avoir une force qui me pousse vers la gauche, d'où la détection de ma petite erreur de signe à cet endroit. Donc, ça me permet de trouver ce qu'on appelle l'équation électrique qui fait le lien entre le I, je peux écrire que le I de T, du coup, il s'écrit BA sur R fois la vitesse. Donc on a une expression explicite de I de T. Je sais quelle est l'évolution, enfin si je connais l'évolution de la vitesse, qui dépend elle du temps, a priori, je connaîtrai l'expression du I de T. Si vous vous débrouillez d'une manière ou d'une autre pour imposer une vitesse constante dans votre système, vous vous rendez compte que ça impose un courant constant, donc vous avez fait un générateur de courant constant, simplement en déplaçant. Alors bien sûr, il y a des forces de la place. Vous, opérateur qui êtes en train de déplacer ce barreau, vous devez exercer une force qui doit compenser cette force de la place. Mais c'est vraiment l'idée de base. Pour faire votre générateur, vous devez avoir un courant qui va être un courant constant. Alors, en continuant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'équation mécanique. C'est-à-dire que maintenant, on sait électriquement ce qui se passe à condition de connaître le mouvement. L'équation mécanique va me permettre de déterminer justement ce mouvement. Bon, pour avoir l'équation mécanique du mouvement, il me faut appliquer une relation fondamentale de la dynamique. Et donc, il me faut un système sur lequel l'appliquer. Donc, le système, ça va être le barreau. Mon référentiel, c'est le référentiel du labo, donc terrestre, galiléen. Et l'inventaire des forces qui s'exercent sur mon système, il va y en avoir 3. Il y a bien sûr le poids, il y a bien sûr la réaction normale qui évite que le barreau passe au travers des rails, et il y a la force de la place qui est induite ici. Comme le poids va être compensé par la réaction normale et qu'on va supposer qu'il n'y a pas de frottement gentiment dans cette première approximation, la seule force qui va avoir lieu suivant OX, ça va être la force de la place. Donc on peut calculer cette force de la place. Là, de nouveau, j'ai plus le choix. J'ai déjà fait tous mes choix. La force de la place, c'est la somme des IDL vectoriels F. De nouveau, j'aime bien repartir de l'expression infinitésimale parce que ça m'assure de le faire dans le bon sens, parce que sinon, on a une chance sur 2 de se tromper. Donc, je dis que ma force de la place, c'est la somme des petites forces, donc des IDL vectoriel B. Pardon. IDL vectoriel B. Et pour l'avoir, pour être cohérent avec cette expression, il faut que j'aille de A à A'. Donc j'intègre de A à A'. Où mon B, c'est B selon le Z. Et dl, si on revient sur le petit schéma, le déplacement, il est selon y, et on a dit, les petits déplacements, je ne me pose pas de question d'orientation, c'est dy que y. Donc c'est, je prends la variation de la position, selon le sens dans lequel je vais me déplacer, cette variation peut être positive ou négative, mais
Voilà, votre dy, c'est toujours, votre déplacement va toujours être écrit comme dy ou y. C'est un petit peu comme si vous écrivez toujours la vitesse v égale y point ey. Y point peut être positif ou négatif, mais la vitesse dans le système de coordonnées s'écrit toujours de la même manière. C'est exactement pareil, donc le dl, on l'écrit toujours de la même manière. Là, il se trouve que le i, il ne dépend pas de la position, il n'est pas constant dans le temps, mais il est uniforme sur tout le barreau, puisqu'on se place dans la RQS, donc l'approximation des régimes quasi-stationnaires. J'ai l'intégrale des dy de y, et je fais le produit vectoriel de ce machin-là avec b, ez. Alors vous voyez que là-dedans, la seule chose qui dépend de y, c'est votre dy, donc en fait l'intégrale, le reste je peux le mettre en facteur. Alors quand on a des vecteurs, on les met plutôt en facteur à droite, mais je me retrouve avec quelque chose qui est, j'ai juste la somme des dy de a à a'. Or, en allant de a à a', je vais avoir y en a' moins y en a. Voilà. Ey vectoriel ez, ça me fait plus ex, et puis j'ai un b, donc j'ai bien une force qui va être horizontale dans le même axe que la vitesse que j'avais ici, donc ça marche. En revanche, mon YA', par exemple, il est au même niveau que le 0, donc YA', il vaut 0, et YA, il vaut le petit a, puisque j'ai monté de petit a. Donc je me retrouve avec une force de Laplace qui s'écrit moins IABEX. Et là, j'ai donc bien une force qui va être opposée au mouvement, puisque mon I il est positif, donc le A il est positif, le B il est positif, le I il est positif d'après l'expression que j'ai trouvée ici, et ça me permet d'obtenir la bonne représentation de cette force avec bien une force vers la gauche. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la RFD selon Ex. Selon Ex, j'ai la masse fois l'accélération, c'est-à-dire la dérivée de Vx, qui est égale à la somme force projetée selon X, c'est-à-dire L, donc ça me fait du moins I à B. Et donc j'ai mon équation électrique qui se retrouve ici. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à les résoudre pour obtenir ce qu'on appelle les lois horaires. Les lois horaires, c'est avoir les expressions explicites du temps de mes deux systèmes. Et donc, je mets ensemble mes deux systèmes d'équations. Alors, il y en a un qui est absolument évident, c'est-à-dire c'est même pas une équation différentielle, c'est BVX sur R, une équation électrique, elle s'écrit comme ça. Et puis j'ai l'autre qui est MdVx sur dt, qui est égal à moins IAB. Vous voyez que j'ai un système d'équations couplées. La résolution est extrêmement simple. Il suffit de remplacer le i qui est là-dedans. Donc, je me retrouve avec MdVx sur dt qui est égal à moins BAV sur R fois AB. Vous voyez que le AB et le BA, c'est pareil. Je fais passer de l'autre côté, je divise par M aussi tant qu'à faire. Donc j'ai dVx sur dt, plus, passer de l'autre côté, j'ai du BA au carré, j'ai un seul R et un seul M qui vient d'ici. Les BA, je les ai pris, Vx égale 0. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me donne une expression de la vitesse en dvx sur dt plus vx sur taux égale 0 avec taux, le temps caractéristique qui est mr sur ba carré. On voit que plus la masse est importante, plus le système met du temps caractéristique d'évolution de la solution exponentielle va être long, parce qu'il y a beaucoup d'inertie. S'il y a une grosse résistance dans le circuit aussi, c'est l'inertie au passage du courant, et si le courant passe moins bien, forcément, puisque vous avez I qui est inversement proportionnel à R, si le courant passe moins bien, il y aura moins de force de Laplace, donc moins de ralentissement.
Et par contre, on voit que ça ne dépend pas du signe de B, c'est-à-dire que j'ai un B vers le haut ou un B vers le bas. Dans les deux cas, donc si la projection de B suivant Z est positive ou négative, je retrouve toujours quelque chose de positif ici. Et plus le champ magnétique est intense, plus vite vous allez freiner. Et de même pour votre longueur de barreau, si la longueur de barreau sur laquelle ça s'exerce est plus importante, la force, comme elle est proportionnelle à cette longueur-là, va être plus importante et vous freinerez plus rapidement. Bon, ce qui vous donne une expression de Vx de t, ça va être en V0 exponentielle moins t sur tau. On voit bien que c'est du A exponentielle moins t sur tau. À t égale 0, l'exponentielle elle vaut 1, donc je me retrouve avec A qui est égal à la valeur initiale de la vitesse. Et comme I c'est BAV sur R, j'ai simplement que I de t, ça va être BAV0 sur R exponentielle moins t sur tau. On remarque quand même que le signe de I dépend du signe de B, donc selon que B est vers le haut ou vers le bas, vous aurez un I qui sera de signes différents. Mais toujours, le résultat de ce système-là, ça va être de ralentir votre vitesse qui part exponentiellement vers 0. Alors, je vais vous donner un petit exercice à faire tranquillement, mais vous allez pouvoir mettre sur pause juste après. C'est pareil, mais en rajoutant une force constante, F opérateur qui vaut F0EZ, qui vaut F0EX, pardon, selon X, et une vitesse initiale, la vitesse à t égale 0, qui est nulle. C'est-à-dire vous partez d'une situation où le barreau ne bouge pas, vous lui exercez une force constante et vous voulez voir comment est-ce qu'il se comporte. S'il n'y avait que cette force-là, pas de force de Laplace, la force étant constante, l'accélération est constante, donc la vitesse augmente au cours du temps, et donc le barreau va de plus en plus vite et part au loin en t carré sur 2. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attendrait si cette force était, s'il n'y avait rien d'autre, mais on va voir, vous allez voir en faisant l'exercice, que on se retrouve avec une vitesse qui va tendre cette fois-ci vers une constante. Donc je vous laisse faire l'exercice, une dizaine de minutes, essayez de reprendre les calculs, faites-le et puis après regardez la correction pour voir si ça correspond. Bon, donc après ce tracé de la situation, qui est très similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait envoyé valdinguer le barreau avec une certaine vitesse. On ne sait pas comment, mais il avait une certaine vitesse. Et on regardait ce qui se passait. Là, il n'a pas de vitesse initiale nulle, mais on le tire avec une force qui reste constante. Et donc, il devrait avoir une vitesse qui augmente constamment au cours du temps s'il n'y avait pas de ce phénomène d'induction. Alors, de nouveau, on fait une petite analyse qualitative. Analyse qualitative, vous avez F0 qui pousse à droite, donc ça me dit que la surface augmente, donc le flux augmente, donc il y a un courant qui va être induit, donc comme ce courant induit est plongé dans un champ magnétique, vous avez une force de Laplace. Et Lenz me dit qu'elle doit s'opposer à sa cause. Et sa cause, ce qui a déterminé cette force de Laplace, c'est le F0, soit F0. Et donc, on doit avoir une force de Laplace qui va avoir tendance à vous tirer en arrière. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle va réussir à contrecarrer la force globale? Ça reste pour le moment un problème ouvert, mais on va essayer de le voir.
Quand vous faites ça, de nouveau, première chose, si on fait de manière quantitative, il faut faire un choix. Alors, exprès, je vais faire le choix contraire de la dernière fois pour justement vous montrer que l'évolution, en fait, ne va pas dépendre de ce choix. On va trouver des choses très similaires. Alors, je vais choisir un i dans ce sens-là. Hop. Ça veut dire que mon i, il est là. Si je prends le i comme ça, le b est vers le haut, donc i vectoriel b, normalement ça me fait quelque chose qui va aller vers la droite. Or, nécessairement, d'après ce que je viens de faire, par ma loi de Lenz, je dois avoir ma force vers la gauche, donc je peux déjà prédire que ce i-là va être négatif dans mon expression. Donc si effectivement je vais à droite, et si la vitesse commence à devenir positive pour aller à droite, je dois trouver quelque chose qui va être négatif. Donc le premier choix se porte sur un i qui va aller dans ce sens-là et qui devra de fait être négatif par la suite. Donc on va resuivre exactement la même état d'esprit. Donc on commence par calculer le flux qui se déplace sur notre système. Le flux, quand je le mets dans ce sens-là, le vecteur surface correspondant, ça tourne dans le sens trigonométrique, donc c'est en train de monter. Mon vecteur surface, il va être comme ça. Donc je me retrouve avec un flux qui va valoir directement B scalaire S. Et comme les deux sont dans le même sens, ça me fait du plus BS. Et c'est donc égal à B à X. Donc ça c'est mon flux. Une fois que j'ai le flux, je peux continuer avec la force électromotrice induite. Donc j'utilise Faraday. Faraday me dit que E vaut moins dφ sur dt. Et cette fois-ci, le moins, je le garde bien là, parce que là, j'ai que des trucs positifs. Et la seule chose qui varie au cours du temps, c'est x. Je me retrouve avec du dx sur dt, donc du vx. Quatrième point, le schéma électrique. Le schéma électrique, je redessine ce qui est marqué là. Hop, je me dis, tiens, dans quel sens j'avais mis I? I, je l'avais mis dans ce sens-là. Donc la force électromotrice doit aussi être dans ce sens-là. J'ai ma résistance. Là, j'ai la tension aux bornes de la résistance de sorte que je sois en convention récepteur. Donc, la tension aux bornes de cette résistance, c'est RI et c'est égal à E. Donc, j'ai que RI, la tension borne de la résistance, ça doit être égal à moins BAVX. Et je me retrouve avec une expression de I qui est bien négative à partir du moment où la vitesse se déplace, enfin la vitesse est vers la droite, donc à partir du moment où mon système va effectivement vers la droite. Donc ça déjà, c'est cohérent avec ma loi de Lenz, mais là normalement c'est le moment où je m'arrête pour me dire tiens, est-ce que la force que je vais trouver va être dans le bon sens ou pas? Une fois que j'ai le schéma électrique équivalent, on fait l'équation mécanique. Donc même principe, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe au niveau de mon barreau. Donc je fais la RFD sur le barreau selon EX. Et la RFD sur le barreau, elle me dit que M dVx sur dt sera égal à F0, qui est la force qui est là, plus la force de la place scalaire EX. Et la question, c'est que vaut cette force de la place? La force de la place, maintenant, c'est I. Et je me dis, j'ai mis mon I dans ce sens-là, donc je vais de A' à A, donc c'est A', vectoriel B. Vous voyez que là, je le prends tout de suite sous sa forme intégrée, parce que je sais que le champ il est bien constant, donc je ne m'embête plus à repasser par l'intégrale, mais si,
à mon sens, repasser par l'intégrale vous permet de systématiquement retrouver les choses dans le bon sens. Donc le A'A, A'A, il s'écrit A selon EY, lui il s'écrit B selon EZ, EY vectoriel et le Z, ça fait EX, donc je me retrouve avec du I, A, B, EX. Bon, donc ce machin-là, en remplaçant, ça fait F0 plus I, A, B. Est-ce que c'est correct d'avoir un plus? Ah bah oui, c'est correct, parce que je devrais avoir normalement quelque chose de négatif, mais mon I, il est justement négatif. Donc, tout va bien, je me retrouve avec mon équation. Et donc, si maintenant on remplace le I, je me retrouve avec du M dvx sur dt qui est égal à F0 plus l'expression de I, c'est-à-dire moins BAVX sur R multiplié par AB. Je mets les choses du bon côté, je divise par M, je me retrouve avec dvx sur dt plus BA carré sur MR Vx est égal à F0 sur M. Et j'en déduis que l'expression de ma vitesse, en fonction du temps, elle s'écrit A exponentielle moins t sur tau, plus la solution particulière, et la solution particulière, elle va s'écrire RF0 sur BA carré, avec, bien sûr, tau qui vaut MR sur BA carré. Or, on connaît la condition initiale V de t égale 0 est égal à 0, soit A plus RF0 sur BA carré égale 0. Et donc, on va pouvoir avoir l'expression de A qui vaut moins ça, et on retrouve le V de t qui est égal à RF0 sur BA carré, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. On a que la vitesse tend vers une constante. La vitesse tend vers une constante, et cette constante, elle dépend du F0. Si F0 est positif, la vitesse tend vers une constante positive. Si F0 est négatif, ça tend vers une constante négative. C'est indépendant de la projection du champ magnétique. Et bien sûr, la résistance, elle est forcément positive, toujours été en temps normal. Et ça vous permet d'avoir l'expression. Et vous voyez que le I, comme le I, c'est ce que j'ai remplacé ici, donc moins BA sur R Vx, vous avez que votre I, lui, il y a un BA qui se simplifie, il y a un R qui se simplifie aussi, il va s'écrire moins F0 sur BA 1 moins exponentielle moins t sur tau, il tient aussi vers une constante. Ce qui fait qu'à mesure que vous avancez de plus en plus vite, le courant qui circule est de plus en plus important, donc la force de la place aussi, et jusqu'à un moment où cette force de la place compense F0 et vous avez une dérivée qui va être quasiment nulle, donc la vitesse ne change plus. Et vous voyez que ce I, il est négatif si B est effectivement vers le haut avec F0 vers la droite, il sera positif si vous changez le sens de B. Le I dépend effectivement du sens de B, parce que la force de la place est toujours opposée au mouvement, alors que si vous mettez un B en haut ou un B en bas, il faut changer le sens du courant pour que ça puisse fonctionner. Alors on va revenir à notre problème de départ pour en faire une petite analyse énergétique. Donc sur la place, sur le problème de départ, c'est-à-dire avec pas de force, une vitesse, et par contre une vitesse initiale. Donc V initiale
et pas de force autre que les forces de la place qui apparaissent au fur et à mesure. Donc on revient à ce système-là. Alors, on a vu que la vitesse, si je veux faire un bilan énergétique de mon système, la vitesse s'annule quand vous arrivez vers t qui tend vers l'infini. Donc, vous avez une variation d'énergie mécanique qui est égale en fait à la variation d'énergie cinétique, parce qu'il n'y a pas d'énergie potentielle. Et cette variation d'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv infini au carré moins 1 demi de mv0 carré. Et étant donné que ça, c'est 0, vous avez que la variation d'énergie mécanique de votre système est négative, il y a eu des pertes. Et c'est moins 1 demi de mv0 carré. Rappel, on est parti d'une expression de la vitesse qui s'écrit, mon Vx, qui s'écrit v0 exponentielle moins t sur tau et qui tend bien vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc j'ai une certaine variation d'énergie mécanique. Ça c'est d'une part. D'autre part, ça c'est d'une part, toujours mettre un d'une part et ensuite un d'autre part. On ne peut pas avoir d'autre part qui arrive tout seul. Donc d'autre part, on a une certaine quantité d'énergie qui est perdue par effet Joule. Vous avez un courant qui traverse une résistance. L'énergie perdue par effet Joule. Ben, cette énergie-là, je peux la noter EJ comme ça. Cette énergie perdue par effet Joule, c'est la somme de t égale 0 quand je démarre jusqu'à l'infini au moment où j'arrête mon système des RI carré, avec qui dépend du temps. Puisque ça c'est la puissance dissipée par effet Joule par la résistance, et je vous rappelle que l'énergie c'est l'intégrale de la puissance au cours du temps. Bon, un petit rappel aussi, on avait trouvé une expression de I, ne fermez pas encore la parenthèse, de I de t qui s'écrivait A, B sur R, V0 exponentielle moins t sur tau. Alors c'était le cas d'avant, hein, avec le I dans l'autre sens, donc un I positif dans ce cas-là. On va voir qu'en fait ça n'aura pas d'importance puisque de toute façon ce qui m'intéresse c'est le carré de l'intensité et donc qu'il soit positif ou négatif ce sera pareil. Soit mon EJ qui va s'écrire l'intégrale de 0 à l'infini de A, B, V0 sur R au carré fois R, fois exponentielle moins 2t sur tau dt. Alors ça c'est relativement facile à intégrer. Je vais garder juste ma feuille ici pour pouvoir la voir. Donc j'ai mon EJ qui va être une constante devant, donc je peux mettre AB V0 carré, il y a un R qui se simplifie, il m'en reste 1, et il me reste l'intégrale de exponentielle moins 2t sur tau entre 0 et l'infini. Alors, n'ayez pas peur du 0 et de l'infini, mais quand on intègre, ça me sort un moins tau sur 2, exponentielle moins t sur tau, que je prends entre 0 et l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça me donnera 0, donc je me retrouve avec 0, moins la valeur en 0, la valeur d'un négatif, enfin moins, ça va faire plus, donc ce truc-là, ça fait 0, moins tau sur 2, donc c'est égal à tau sur 2. Donc je me retrouve avec une énergie dissipée par effet Joule, qui a une expression pas très sympathique de prime abord, qui s'écrit comme ça, multiplié par tau sur 2. Bon, j'avais une expression pour mon taux tout à l'heure, et cette expression de taux, si je la cherche de nouveau,
Ça doit être sur cette feuille-là. J'ai une expression de taux qui s'écrit MR sur BA carré. Donc, je remplace. Taux c'est MR sur BA carré. Soit une énergie dissipée par effet Joule qui vaut AB V0 carré sur R multiplié par 1,5 de MR sur BA carré. Ah tiens, BA carré, AB carré, R. Il me reste EJ égale 1,5 de M V0 carré. Et ça illustre le fait que votre énergie mécanique, elle n'est pas partie n'importe où. Elle a été dissipée par effet Joule. Donc l'énergie mécanique initiale du barreau a été dissipée dans le circuit par effet Joule. Voilà, c'est transformation d'énergie mécanique en énergie électrique. Alors c'est sûr que ce n'est pas la manière la plus intéressante d'utiliser l'énergie mécanique, simplement faire chauffer une résistance, mais ça illustre que on est capable de produire un courant et de transmettre toute l'énergie, mais vraiment toute l'énergie qui était dans le barreau au départ, sous forme d'énergie électrique qui après a été utilisée dans votre circuit. Alors ça a un nom, une représentation, ce qu'on appelle le couplage électromécanique parfait. Donc pour le couplage électromécanique parfait, l'idée c'est de se dire qu'à tout instant, la puissance dissipée par les forces de Laplace et la puissance récupérée dans le circuit électrique vont se compenser. Donc, couplage électromécanique parfait. Regardons la puissance fournie au barreau par les forces de Laplace. Alors là, en l'occurrence, ça va être une puissance négative puisque justement ça la freine. Et elle est quand même fournie, donc s'il fournit une puissance négative, ça veut dire qu'il en récupère en fait. Une puissance fournie au barreau par les forces de Laplace. Donc cette puissance de Laplace, qui dépend a priori du temps, qui est égale à la force de Laplace scalaire la vitesse. Les forces de Laplace, elles s'écrivaient moins I AB EX, la vitesse s'écrit Vx EX, je me retrouve avec une puissance des forces de Laplace qui était bien négative puisque j'avais un courant qui était positif dans mon système qui s'écrit moins I AB Bx. Donc ça c'est la puissance récupérée par les forces de Laplace, enfin, puissance fournie par les forces de Laplace, donc perdue finalement par mon système, donc le signe moins. Et la puissance électrique qui est pris comme si ma force électromotrice correspondait à un générateur qui est du coup fourni au système, ça va être la force électromotrice que multiplie le courant. Or la force électromotrice, on avait vu que elle s'écrivait ABVX. D'où le fait que, vous voyez que ce truc-là et ce truc-là, mis à part le sens, là j'ai d'abord multiplié par I, ensuite par V, là je multiplie d'abord par V, ensuite par I, c'est exactement la même chose, puisque sur les réels, la multiplication est gentiment commutative. Donc on se retrouve avec la somme de la puissance des forces de Laplace et de la puissance qui est fournie au système électrique, qui est égale à 0. À tout instant, ce que vous prenez à votre système électrique, à votre système mécanique, pardon, par les puissances de Laplace, c'est récupéré par le système électrique. Donc cette relation-là, elle s'appelle relation de couplage électromécanique parfait. Il n'y a pas de perte, il n'y a rien qui va ailleurs. Tout ce que vous aviez en mécanique devient électrique et on pourrait faire un truc inverse, on verra que ça marche aussi.
Alors de nouveau, un petit exercice. Qui consisterait à reprendre avec la force F0 et le V de 0 égale 0. En fait, ce qu'on a fait juste avant, essayez de voir, arrêtez-vous 5 minutes, essayez de reproduire ça et de vous dire bah, qu'est-ce que ça peut m'apporter à ce niveau-là. Bon, donc si on reprend, on avait trouvé qu'une force de Laplace, on avait trouvé que la force de Laplace s'écrivait IAB selon le vecteur EX avec les notations. Je vous rappelle qu'on avait un I qui était négatif, donc la force de Laplace était quand même vers la gauche. Donc la puissance qui est développée par cette force de Laplace va s'écrire FL scalaire V, donc en fait IAB fois Vx. Là encore, Vx est positif, enfin, augmente et est positif, mais le I est négatif, donc cette puissance des forces de Laplace est négative. On avait en outre que E, il valait moins BA Vx, et on en déduit que la puissance électrique fournie par cette force électromotrice au circuit électrique, ça va être E fois I, et donc moins BA Vxi. Donc on a bien le couplage électromécanique parfait, c'est-à-dire que la somme de la puissance des forces de Laplace et de la puissance électrique fournie au circuit est égale à 0. Alors si on s'intéresse maintenant au devenir de la puissance de la force F0 qui s'exerce sur le barreau, donc on peut peut-être faire un théorème de la puissance cinétique sur le barreau. Il dit quoi ce théorème de la puissance cinétique? Il dit que la dérivée de l'énergie cinétique au cours du temps est égale à la somme des puissances des forces qui s'exercent sur notre système, donc la puissance des forces de Laplace plus la puissance de cette force F0. La puissance des forces de Laplace, c'est l'opposé de la puissance électrique, puisqu'on a le couplage électromécanique parfait qu'on a démontré ici. Et la puissance correspondant à la force, c'est simplement la force scalaire la vitesse, donc ça va être F0 fois la vitesse. D'où, si on isole justement cette puissance due à ce F0 qui vaut F0 Vx, on peut voir, on fait passer ça de l'autre côté, qu'il y a deux termes. Il y a un terme en variation de l'énergie cinétique et il y a un terme en E fois I. Ce terme-là me dit qu'en fait, la puissance fournie au barreau par cette force, d'une part, fait augmenter l'énergie cinétique. Ça, c'est ce dont on attendait. Hein. Donc ça, c'est la puissance qui est fournie par l'opérateur extérieur qui tire sur votre barreau. Donc d'une part ça contribue à augmenter l'énergie cinétique, donc ça effectivement on s'y attendait, mais il y a aussi une part qui est fournie au circuit électrique. Donc vous investissez de l'énergie, vous mettez de l'énergie dans le système au travers de cette force. Ça augmente effectivement l'énergie cinétique de votre système, mais ça permet aussi de récupérer de l'énergie sous forme électrique. Alors on va faire en résumé, donc en dehors de cet exercice, en résumé quelques remarques. Et ces quelques remarques vont concerner le caractère générateur ou moteur justement qu'on va avoir. Donc en premier lieu, c'est l'exemple qu'on vient de voir, si la puissance des forces de Laplace est négative, c'est-à-dire si le système s'oppose à son mouvement et va avoir tendance à faire baisser son énergie mécanique par ce biais, alors le produit EI, lui, il doit être positif puisque c'est l'opposé de celui-ci. Vous avez que votre système est récepteur d'énergie mécanique, donc on lui fournit de l'énergie, ou plutôt il a une réserve
d'énergie sous forme mécanique et il va convertir cette énergie sous forme électrique, donc récepteur d'énergie mécanique, et il fournit de l'énergie électrique au circuit sur lequel il est branché. Et ce circuit, après, vous pouvez brancher sur le secteur, enfin, vous pouvez récupérer ça. Donc, vous avez ici un comportement de générateur électrique. Vous avez construit un générateur électrique. Vous avez transformé, c'est exactement ça qu'ils font dans les centrales, hein. Ils ont un mouvement, des turbines qui sont en train de tourner, et ces turbines produisent de l'électricité et justement en piquant l'énergie des turbines. Si on n'alimentait pas ces turbines avec autre chose, elles finiraient par s'arrêter et on aurait récupéré toute cette énergie sous forme d'énergie électrique. Si au contraire la puissance des forces de Laplace est positive, ça veut dire qu'elles servent à vous mettre en mouvement, alors par opposition E fois I va être négatif. Le système est récepteur d'énergie électrique. C'est le cas de la première expérience de Laplace, puisqu'on avait mis un courant, on avait imposé de l'extérieur avec un générateur, et on avait mis un courant dans notre système, donc le récepteur est récepteur d'énergie électrique, et on avait obtenu un mouvement, le barreau s'était mis à bouger du fait du courant qui était en train de passer. Et il nous fournit en échange de l'énergie mécanique. Et ça a un comportement de moteur, et non notamment de moteur électrique. Vous alimentez votre système en électricité et vous récupérez du mouvement. Et avec ça, on peut voir que en fait, un même système peut être soit générateur électrique, soit moteur électrique à l'opposé, selon le sens, selon qu'on a un mouvement et on récupère le courant, ou alors on impose un courant et on récupère du coup un mouvement. Les voitures électriques ou les voitures hybrides aussi, c'est ce qu'elles font, c'est-à-dire que quand il n'y a pas encore de mouvement, c'est le moteur électrique, la batterie qui fournit de l'énergie pour vous faire avancer, donc vous êtes dans ce cas-là. Et puis quand il s'agit de freiner, vous allez par induction utiliser les forces de Laplace, et ce qu'on appelle les courants de Foucault et compagnie, mais notamment essayer de le récupérer. Donc par induction, vous allez pouvoir récupérer de l'énergie pour recharger de nouveau votre batterie du fait de votre freinage. Alors bien entendu, il existe toujours des freins mécaniques, c'est-à-dire des freins à l'ancienne qui veulent juste dissiper l'énergie et le transformer en chaleur. C'est ce qui se passe pour les voitures normales, où là, toute l'énergie qu'on avait sous forme mécanique est perdue. Donc, il y a d'autres systèmes, les disques d'inertie qui permettent de récupérer. On fait tourner un disque dans lequel on stocke l'énergie qui était là, et puis quand on redémarre, ce disque permet de vous relancer un petit peu. Mais ça a été pendant très longtemps relativement compliqué à mettre en place. Là, maintenant, on a des systèmes qui marchent un petit peu mieux, mais le caractère électrique, et c'est pour ça que les voitures électriques sont en premier lieu intéressantes, c'est que on peut récupérer une partie de l'énergie qu'on a mis pour se déplacer, et donc limiter un petit peu la consommation comparée à une voiture classique pour laquelle cette énergie est simplement dissipée sous forme d'effet Joule et sert à réchauffer l'atmosphère plutôt que à vous déplacer. Donc il y a d'autres intérêts des moteurs électriques, on en parlera quand on fera un petit peu de thermo, mais celui-ci c'en est un en particulier.